9 heures, la salle du théâtre des variétés était encore vide. Quelques personnes au balcon et à l'orchestre attendaient, perdues parmi les fauteuils de velours grenat, dans le petit jour du lustre demi-feu. Tout à coup, devant eux, une queue s'écrasait au contrôle. Un tapage de voix montait, dans lequel le nom Nana sonnait avec la vivacité chantante de ces 2 syllabes. Les hommes qui se plantaient devant les affiches les plaient à voix haute. D'autres le jetaient en passant, sur un ton d'interrogation, tandis que les femmes, inquiètes et souriantes, le répétaient doucement d'un air de surprise. La Falloise, un jeune homme qui venait achever son éducation à Paris, voulait connaître le directeur Bordenave. Bordenave était un montreur de femmes qui les traitait en garde-chiourme, son cerveau toujours fumant de quelques réclames, criant, crachant, se tapant sur les cuisses, cynique, et il avait un esprit de gendarme. La Falloise s'approcha et dit « On m'a dit que Nana avait une voix délicieuse. »« Un four !» cria le directeur dont la farce s'empourprait. Est-ce qu'une femme a besoin de savoir jouer et chanter? Ah, mon petit, tu es trop bête. Nana a autre chose, parbleu, et quelque chose qui remplace tout. Je l'ai flairé, ce joliment fort chez elle, où je n'ai plus que le nez d'un imbécile. Tu verras, elle n'a qu'à paraître, toute la salle tirera la langue. On frappait les 3 coups. L'acte devait commencer, et Nana arrivait. Un frisson remua la salle. Nana était nue. Elle était nue avec une tranquille audace, certaine de la toute-puissance de sa chair. Une simple gaze l'enveloppait. Personne ne riait plus. Les faces des hommes sérieuses s'entendaient avec le nez aminci, la bouche irritée et sans la salive. Nana souriait toujours, mais d'un sourire aigu de mangeuse d'hommes. Le lendemain, coup sur coup la sonnerie avait tinté. Les appels du timbre se précipitaient. Il y en avait de modestes qui balbutiaient avec un tremblement d'un premier aveu, de hardis vibrant sous quelques doigts brutales, de pressés traversant l'air d'un frisson rapide. Un véritable carillon, comme disait Zoé. Un carillon a révolutionné le quartier, toute une cohue d'hommes frappant à la file sur le bouton d'ivoire. Ce farceur de Bordenave avait vraiment donné l'adresse à trop de monde. Toute la salle de la veille allait y passer. Nana voulait fêter son grand succès d'actrice par un souper dont on parlerait. Les invités commençaient à arriver. Stanner et Millon étaient entrés derrière Rose. À ce moment, le comte Vandeuvre parut avec Blanche de Civry. Et la Bordette parut, traînant 5 femmes derrière lui, son pensionnat, selon le mot méchant de Lucy Stewart. Il y avait Gaga, Caroline Eckay, Léa de Horn, la grosse tante en aînée, et Maria Leblond, fillette de 15 ans. On donnait aux variétés la 34e représentation de la blonde Vénus. Nana était accompagnée du prince, qui l'appréciait beaucoup. Cependant, le cœur de Nana était voué à quelqu'un d'autre, le comte Muffat. Celui-ci, voyant seule Nana, cédant à une poussée de colère et de désir, courut derrière elle, et au moment où elle rentrait dans sa loge, il lui planta un rude baiser sur la nuque. Nana, furieuse, levait déjà la main. Quand elle reconnut le comte, elle eut un sourire. « Oh, vous m'avez fait peur !» dit-elle simplement. Steiner, banquier et amant de Nana, lui avait offert une maison de campagne. Vers le 12 octobre, Nana eut un besoin de filer tout de suite, seule avec Zoé. Quand l'idée d'arriver la première à la Miotte, d'y vivre 2 jours sans que personne le sût, fut entrée dans sa cervelle, elle bouscula Zoé pour les mâles. La Miotte se trouvait à plus de 3 lieues. Nana perdit 1 heure pour louer une voiture, une immense calèche délabrée qui roulait lentement avec un bruit de ferraille. Elle s'était tout de suite emparée du cocher, un petit vieux taciturne qu'elle accablait de questions. Est-ce qu'il avait souvent passé devant la Miotte? Alors c'était derrière ce coteau? Ce devait être plein d'arbres, n'est-ce pas? Et la maison, se voyait-elle de loin? Le petit vieux répondait par des grognements. Dans la calèche, Nana dansait d'impatience, tandis que Zoé, fâchée d'avoir quitté Paris si vite, se tenait raide et maussade. Le soir, il pleuvait énormément, et Nana eut l'idée de cueillir des fraises. Comme la jeune femme se relevait, elle fut prise de peur. Il lui avait semblé avoir glissé une ombre. C'était un homme, et elle l'avait reconnu.
Comment? C'est bébé? Qu'est-ce que tu fais là, bébé? C'était Georges. Jamais il ne séchera, il va s'enrhumer, dit Nana en voyant Georges pris d'un frisson. Et pas un pantalon d'homme. Elle était sur le point de rappeler le jardinier lorsqu'elle eut une idée. Zoé, qui défaisait les malles dans le cabinet de toilette, apportait à madame du linge pour se changer. Une chemise, des jupons, un peignoir. « Mais c'est parfait !» cria la jeune femme. « Oh, le mignon, qu'il est gentil en petite femme !» Et elle tomba en vierge dans les bras de cet enfant. En face de la belle nuit, la maison dormait. Quelques jours plus tard, Nana reçut le comte Muffat, encore secouée, prise d'une certaine gêne. Elle lui avait promis, elle aurait même voulu tenir sa parole, parce que cet homme lui semblait sérieux. Mais en vérité, qui se serait douté des histoires de la veille? Ce voyage, cette maison qu'elle ne connaissait pas, ce petit qui arrivait tout mouillé, et comme ça, lui avait paru bon. Et comme ce serait gentil de continuer. Tant pis pour le monsieur. Elle aurait plutôt tout lâché que de tromper Georges. Après ces deux rencontres avec le comte Muffat et Georges, Steiner arriva. Mais Nana fit semblant qu'elle était extrêmement malade et qu'il ne pouvait pas dormir avec elle. Ainsi, Georges se cachait derrière le long rideau, attendant que Nana arrivait pour qu'ils passent un bon moment ensemble. Quand Nana le rejoignait, ils jouaient ensemble à se rouler, s'arrêtant, étouffant leur rire sous les baisers, lorsqu'ils donnaient contre un meuble un coup de leurs pieds nus. Un soir, où Georges ne parvint pas à rejoindre Nana, Muffat se présenta. Nana ne montra pas de surprise, ennuyée seulement de la rage de Muffat après elle. Il fallait être sérieuse dans la vie, n'est-ce pas? C'était trop bête d'aimer, ça ne menait à rien. Puis, elle avait des scrupules à cause du jeune âge de Zizi, Georges. Vrai, elle s'était conduite d'une façon honnête. Ma foi, elle rentra dans le bon chemin. Elle prenait un vieux, et elle coucha avec Muffat, mais sans plaisir. 3 mois plus tard, Muffat ne voyait rien. Il songeait à Nana. Certainement Nana était changée. Elle devenait moins gentille, elle ne le baisait plus sur la barbe. Cela l'inquiétait. Il se demandait ce qu'elle avait à lui reprocher, en homme qui ignore les femmes. Cependant, il croyait contenter tous ses désirs. Le même soir, au cours d'une dispute entre Steiner, Nana et Muffat, elle ouvrit d'un geste brusque toute grande la porte de la chambre. Alors les deux hommes, au milieu du lit défait, aperçurent Fantin. C'était Fantin qui avait le cœur de Nana à la main, le comédien. C'est ainsi qu'en 2 jours, elle vendit ce qu'elle put sortir, des bibelots, des bijoux, et elle disparut avec une dizaine de 1000 francs, sans dire un mot à la concierge, un plongeant, une fugue, pas une trace. C'était rue Véron à Montmartre, dans un petit logement au 4e étage qu'ils parvinrent à habiter ensemble. Ils rassemblèrent leur somme d'argent et furent très heureux. Mais Nana n'avait aucune idée que cette joie allait bientôt finir. Un soir, elle n'arrêtait pas de gigoter dans son lit, et Fantin, voulant dormir, lui allongea une gifle à toute volée. La gifle fut si forte que du coup, Nana se retrouva couchée, la tête sur l'oreiller. Elle resta étourdie. Depuis ce jour, d'un bout de la semaine à l'autre, il y avait un bruit de gifle, un vrai tic-tac d'horloge qui semblait régler leur existence. Nana, à force d'être battue, prenait une souplesse de linge fin, et ça la rendait délicate de peau, rose et blanche, de teint si douce au toucher, si clair à l'œil, qu'elle avait encore embelli. Un soir, Nana, en rentrant vers 11h, trouva la porte fermée au verrou. Elle tapa une première fois, pas de réponse. Une seconde fois, toujours pas de réponse. Cependant, elle voyait la lumière sous la porte et Fantin à l'intérieur, ne se gênait pas pour marcher. Elle tapa encore sans se laisser, appelant, se fâchant. Puis, il ouvrit brusquement.
Nom de Dieu, avez-vous fini? Vous voyez bien que j'ai du monde. File ou je t'étrangle. Alors, après cette terrible phase de sa vie, Nana devint une femme chic, rentière de la bêtise et de l'ordure des mâles, marquise des hauts trottoirs. Le comte Muffin avait acheté l'hôtel tout meublé. Cependant, dans son luxe, au milieu de cette cour, Nana s'ennuyait à crever. Tous les jours, elle disait « Oh, que les hommes m'embêtent !»